Les brutes plongent le nouveau dans la cuvette des toilettes. Grosse erreur. C'était un combattant mortel. Les néons du lycée Montaigne projetaient leur lumière blafarde habituelle sur les couloirs bondés, tandis que Jean-Baptiste Lemoine, 17 ans, se frayait un chemin à travers la foule d'élèves. Avec son mètre 70, sa silhouette fine et ses lunettes cerclées de métal posées sur le nez, Jean-Baptiste avait perfectionné l'art de l'invisibilité au cours de ses 3 mois dans ce nouveau lycée. Ses cheveux châtain clair retombaient en mèches douces sur son front, et ses vêtements, toujours propres mais jamais à la mode, le désignaient comme une cible facile dans l'écosystème impitoyable de la hiérarchie adolescente. Déménager de Marseille dans cette petite ville de province avait été la tentative de ses parents de prendre un nouveau départ après la mutation de son père. Mais pour Jean-Baptiste, c'était plutôt comme recommencer en territoire ennemi. Il gardait la tête baissée, ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole et avait réussi à maintenir un anonymat prudent jusqu'à aujourd'hui. « Tiens, regarde ce qu'on a là !» lança la voix familière qui noua l'estomac de Jean-Baptiste. Antoine Dubois, le quart arrière vedette du lycée, se planta directement sur le chemin de Jean-Baptiste. Avec son mètre 90, ses larges épaules et le genre d'assurance qui vient du fait de ne jamais s'être entendu dire non, Antoine attirait l'attention partout où il allait. Ses 2 compagnons constants le flanquaient. Kevin Moreau, un lutteur trapu avec des oreilles en chou-fleur et une moue permanente, et Maxime Garnier, grand et dégingandé avec des yeux morts qui semblaient ne trouver d'amusement que dans la douleur des autres. Jean-Baptiste essaya de contourner le trio, mais Antoine se déplaça pour le bloquer à nouveau. « Pas si vite, l'intello, on est juste amicaux ici. » Son sourire était fait de dents et d'aucune chaleur. « Ça fait quoi, 3 mois que t'es à Montaigne, et tu ne t'es même pas présenté correctement ? » « J'essaie juste d'aller en cours, » dit Jean-Baptiste doucement, ajustant la bretelle de son sac à dos avec des doigts nerveux. Il sentait d'autres élèves ralentir autour d'eux, sentant le prélude familier au divertissement aux dépens de quelqu'un d'autre. « Oh, il parle !» Kevin éclata de rire, le son rauque et grinçant. « On commençait à croire que t'étais muet ou un truc du genre. Tu sais, en plus d'être aveugle. » Il fit claquer les lunettes de Jean-Baptiste, les faisant glisser sur son nez. Jean-Baptiste repoussa ses lunettes, sa mâchoire se serrant presque imperceptiblement. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que personne au lycée Montaigne ne savait, c'était que Jean-Baptiste Lemoine avait passé les 8 dernières années à étudier le judo avec maître Tanaka, l'un des maîtres les plus respectés de Marseille. Il avait commencé à s'entraîner à l'âge de 9 ans après une rencontre particulièrement brutale avec des brutes dans son ancien collège, et son athlétisme naturel combiné à un dévouement acharné l'avait rendu redoutable, d'une manière que son comportement discret dissimulait complètement. Mais les enseignements de son maître résonnaient dans son esprit. La vraie force, c'est de savoir quand ne pas utiliser son pouvoir. Un maître cherche à éviter le conflit, pas à le créer. Les paroles de ses parents rejoignaient le cœur. « C'est un nouveau départ, Jean-Baptiste. N'amène pas les anciens problèmes avec toi. » Alors, Jean-Baptiste endurait. Chaque coup de coude dans le couloir, chaque collision accidentelle qui faisait voler ses livres, chaque commentaire ricanant sur son apparence. Il absorbait tout avec les techniques de respiration et la discipline mentale que son entraînement lui avait inculquées. « Regardez-le, il reste juste là, » ricana Maxime se rapprochant. « Je parie qu'il ne s'est jamais battu de sa vie. Il rentre probablement à la maison en pleurant chez maman tous les jours. » La sonnerie retentit, offrant à Jean-Baptiste la distraction dont il avait besoin pour se faufiler devant eux et se précipiter vers son cours de chimie avancée. Derrière lui, il pouvait entendre leur rire se mêler au bruit général du couloir, mais il se força à continuer à marcher à pas mesurés, refusant de leur donner la satisfaction de le voir courir. En classe, Jean-Baptiste prit sa place habituelle, au 2e rang, assez prêt pour montrer son engagement, mais pas trop pour ne pas paraître trop zélé. Il sortit son cahier et essaya de se concentrer sur l'explication de Madame Dubois sur les liaisons moléculaires, mais son esprit ne cessait de dériver vers la rencontre du matin. Il pouvait sentir la brûlure familière de l'humiliation dans sa poitrine,
la même sensation qui l'avait poussé aux arts martiaux en premier lieu. Le schéma se poursuivit tout au long de la semaine. Antoine et ses amis semblaient avoir fait du harcèlement de Jean-Baptiste leur mission personnelle. À la cantine, il le heurtait accidentellement, alors qu'il portait son plateau repas, faisant tomber la nourriture sur le sol, tandis que les tables environnantes éclataient de rire. Pendant le cours de sport, Jean-Baptiste devint leur cible préférée pour la balle aux prisonniers, les balles en caoutchouc volant sur lui avec une force inutile et une précision suspecte. Le pire fut quand ils le coincèrent près de son casier après l'école le vendredi. La plupart des élèves étaient déjà partis et le couloir s'étendait vide dans les deux directions. « Et Jean-Baptiste » lança Antoine, sa voix résonnant sur les casiers métalliques. « On a pensé à toi toute la semaine. T'as l'air seul, mec, comme si t'avais besoin d'amis. » Jean-Baptiste continua à ranger ses livres dans son casier, ses mouvements prudents et contrôlés. « Ça va, merci. »« Tu vois, c'est ce que je veux dire, » intervint Kevin se rapprochant. « T'es trop poli. Trop. Mou, ici, c'est la France, mec. Faut te durcir si tu veux survivre. »« Ouais, » ajouta Maxime, sa voix prenant un ton moqueur. « Peut-être qu'on devrait t'aider avec ça. Te donner quelques exercices de développement du caractère. » Avant que Jean-Baptiste ne puisse réagir, de fortes mains agrippèrent ses bras par derrière. Deux élèves de terminale qu'il avait reconnus de l'équipe de rugby apparurent comme par magie, clairement partis d'un plan coordonné. Ils lui immobilisèrent les bras tandis qu'Antoine s'avançait en souriant. « Voici la leçon numéro 1 pour se durcir, » dit Antoine, armant son poing. « Parfois, la vie te frappe quand t'es pas prêt. » Le coup atterrit dans l'estomac de Jean-Baptiste, le pliant en deux autant que les mains qui le retenaient le permettaient. La douleur s'épanouit à travers son abdomen, mais ce qui faisait le plus mal, c'était la nature calculée de l'attaque. Ce n'était pas du harcèlement aléatoire, c'était de l'humiliation orchestrée. « Leçon numéro 2, » dit Kevin, prenant son tour pour asséner un coup de poing dans les côtes de Jean-Baptiste. « Personne ne va venir te sauver. Tu te sauves toi-même, ou tu n'es pas sauvé du tout. » La respiration de Jean-Baptiste resta contrôlée malgré la douleur. Son maître lui avait appris à absorber les coups, à respirer à travers la douleur, à rester centré même sous le feu. Mais plus important encore, il analysait ses agresseurs, leur positionnement, leur équilibre, leur inexpérience évidente du vrai combat. N'importe lequel d'entre eux pouvait être neutralisé en quelques secondes avec des techniques que Jean-Baptiste maîtrisait depuis des années. Mais la voix de son grand-père rejoignit celle de son maître dans son esprit. « La violence engendre la violence, petit-fils. Sois meilleur que ceux qui voudraient te faire du mal. » Alors, Jean-Baptiste endura. Quand ils finirent par le relâcher, riant et se tapant dans les mains en s'éloignant, il resta plié en deux près de son casier, non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'effort qu'il fallait pour contrôler sa réponse. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais à cause de la retenue physique nécessaire pour ne pas leur montrer à quel point il se trompait sur ses capacités. Ce week-end-là, Jean-Baptiste passa de longues heures dans sa cave, à enchaîner les katas sur le sac de frappe que ses parents l'avaient aidé à installer. Chaque coup était précis, contrôlé, dévastateur. Ses formes étaient parfaites, sa technique assez pointue pour rendre son ancien maître fier. Mais à chaque mouvement, il se rappelait pourquoi il ne pouvait pas utiliser ses compétences au lycée. Le lundi apporta un nouveau niveau de harcèlement. Le mot s'était apparemment répandu à propos de la leçon de vendredi, et Jean-Baptiste se retrouva la cible non seulement de l'équipe d'Antoine, mais aussi d'élèves au hasard, cherchant à faire leurs preuves en s'en prenant à la cible facile. Ses livres furent renversés de ses mains pas moins de 6 fois au cours de la journée. Quelqu'un lui colla du chewing-gum dans les cheveux pendant la 3e heure. À la cantine, un groupe de filles de seconde discutait bruyamment de son apparence pathétique, parlant juste assez fort pour qu'il entende chaque mot. Mais c'est le mardi qui changea tout. Jean-Baptiste était aux toilettes pendant la pause déjeuner, se rinçant le visage à l'eau et essayant de se recentrer pour l'après-midi à venir, quand la porte s'ouvrit brusquement. Antoine, Kevin et Maxime entrèrent, accompagnés de 2 autres joueurs de rugby que Jean-Baptiste ne reconnaissait pas.
Le regard d'Antoine était différent aujourd'hui, plus affamé, plus dangereux. « Tiens, tiens, regarde qui on a trouvé !» dit Antoine, sa voix résonnant sur les murs carrelés. « En train de pleurer en privé, Jean-Baptiste ?»« Je ne pleurais pas, » dit Jean-Baptiste doucement, se tournant pour leur faire face. Les toilettes semblèrent soudain très petites, avec 5 grands corps bloquant la sortie. « Ça y ressemblait bien d'ici, » ricana Kevin. « Peut-être qu'on devrait te donner quelque chose pour vraiment pleurer. » Avant que Jean-Baptiste ne puisse répondre, des mains l'agrippèrent à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ils le traînèrent vers les cabines au fond des toilettes, leurs intentions devenant horriblement claires, alors qu'ils le forçaient à s'agenouiller devant la cuvette la plus éloignée. « Bienvenue au lycée Montaigne, le loser !» rit Antoine, appuyant sur la nuque de Jean-Baptiste. « L'heure de ton baptême officiel. » L'eau froide et sale des toilettes frappa le visage de Jean-Baptiste comme une gifle de réalité. Ils le retinrent là, son front pressé contre la porcelaine, l'eau remplissant son nez et sa bouche, tandis qu'il riait au-dessus de lui. L'humiliation était complète, totale, dévastatrice. Mais alors qu'il relevait sa tête, l'eau ruisselant sur son visage et trempant sa chemise, quelque chose de fondamental changea à l'intérieur de Jean-Baptiste Lemoine. 8 ans de discipline, 8 ans d'enseignement de son maître sur la retenue et le contrôle, 8 ans à se faire dire que la vraie force signifiait ne pas se battre, tout cela se cristallisa en un seul moment de clarté brûlante. Parfois, il fallait se battre. La prochaine fois, peut-être que tu te souviendras de montrer le respect dû, disait Antoine, poussant Jean-Baptiste vers les lavabos. C'est ce qui arrive aux monstres qui ne connaissent pas leur place. Jean-Baptiste se releva lentement, l'eau dégoulinant de ses cheveux, ses lunettes de travers. Il regarda son reflet dans le miroir crasseux, regarda vraiment, et vit non pas une victime, mais un guerrier qui avait fait semblant d'être faible depuis bien trop longtemps. Il se tourna pour faire face à ses bourreaux, et quelque chose dans sa posture fit faire à Kevin un pas involontaire en arrière. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Antoine, remarquant apparemment le changement également. « T'as l'air différent, comme si t'avais fait pousser une colonne vertébrale ou un truc du genre. »« Peut-être que oui, » dit Jean-Baptiste doucement, enlevant ses lunettes et les posant soigneusement sur le comptoir du lavabo. Sans elles, ses yeux sombres semblaient plus durs, plus concentrés. Peut-être que j'en ai fini de faire semblant d'être quelque chose que je ne suis pas. Les 5 garçons échangèrent des regards. Maxime rit nerveusement. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Tu vas te battre contre nous 5, Lintello. Jean-Baptiste ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il adopta une posture qui était si naturelle qu'elle lui sembla être un retour à la maison. Pieds écartés de la largeur des épaules, poids uniformément répartis, mains détendues mais prêtes. Des années d'entraînement avaient rendu la position aussi automatique que la respiration. « Je vais vous donner une chance, » dit Jean-Baptiste, sa voix portant une autorité tranquille qui fit taire les toilettes. « Partez maintenant, et on fait comme si ça ne s'était jamais produit. » Le visage d'Antoine devint rouge. « Tu nous menaces? Espèce de petit punk, je vais... » Il se jeta en avant avec un crochet droit sauvage, le genre de coup de poing bâclé et télégraphié que Jean-Baptiste avait été entraîné à contrer depuis l'âge de 10 ans. Le temps sembla ralentir alors que le corps de Jean-Baptiste répondait avec une mémoire musculaire affûtée par des milliers d'heures de pratique. Une simple déviation avec son avant-bras gauche envoya le coup de poing d'Antoine inoffensivement au large, tandis que le poing droit de Jean-Baptiste remonta dans un coup de poing ascendant parfait, se connectant avec le plexus solaire d'Antoine avec une précision chirurgicale. Les yeux du quart arrière s'écarquillèrent, alors que tout l'air quittait ses poumons en un seul halètement agonisant. Il se plia en deux, haletant comme un poisson hors de l'eau. Les 4 autres restèrent figés sous le choc pendant un battement de cœur qui sembla une éternité. Puis Kevin rugit et chargea en avant, suivi immédiatement par Maxime et les 2 joueurs de rugby. Ce qui se passa ensuite ressembla à une masterclass d'arts martiaux appliqués.
Kevin lança un coup de poing sauvage que Jean-Baptiste esquiva facilement, se relevant avec un uppercut qui fit claquer la tête du lutteur en arrière et le fit trébucher contre le mur. Maxime essaya d'attraper Jean-Baptiste par derrière, mais un simple coup de coude dans ses côtes et un balayage du pied le firent s'écraser au sol en un tas. Le premier joueur de rugby, un pilier qui pesait au moins 30 kilos de plus que Jean-Baptiste, essaya d'utiliser son avantage de taille, enveloppant Jean-Baptiste dans une étreinte d'ours par derrière. Jean-Baptiste rentra le menton, attrapa les bras du garçon et exécuta un lancer d'épaule parfait qui envoya le garçon beaucoup plus grand voler au-dessus de sa tête pour s'écraser contre les lavabos avec un bruit de tonnerre. Le dernier attaquant hésita, regardant autour de lui ses coéquipiers tomber, puis décida que la discrétion était la meilleure partie de la valeur et se précipita vers la porte. Jean-Baptiste se tenait au centre des toilettes, sa respiration toujours contrôlée et régulière, entouré de 4 brutes gémissantes et vaincues. Antoine haletait toujours, son visage d'une teinte malsaine de violet. Kevin glissait le long du mur, une expression hébétée sur le visage. Maxime était recroquevillé en position fétale, serrant ses côtes. Le pilier était affalé contre les lavabos endommagés, ayant l'air de ne pas tout à fait comprendre ce qui lui était arrivé. « 8 ans, dit Jean-Baptiste doucement, plus à lui-même qu'à eux. 8 ans de judo. Mon maître m'a toujours dit que la vraie force, c'était de savoir quand ne pas se battre. » Il se dirigea vers ses lunettes, les remettant sur son visage avec des mains fermes. Mais il m'a aussi appris qu'il arrive un moment où ne pas se battre devient sa propre forme de faiblesse. Il baissa les yeux sur Antoine, qui commençait enfin à reprendre son souffle. « Tu voulais m'apprendre des leçons sur le fait de se durcir, sur la façon dont la vie te frappe quand t'es pas prêt. Eh bien, voici une leçon pour toi. Ne cherche pas la bagarre avec des gens quand tu ne sais pas de quoi ils sont capables. » La porte des toilettes s'ouvrit et M. Martin, le professeur de sport, entra. Il jeta un coup d'œil à la scène. 4 élèves dans divers états de détresse, un se tenant calmement au centre, et ses sourcils remontèrent jusqu'à la racine de ses cheveux. « Qu'est-ce qui s'est passé ici, bon sang ?» La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout le lycée Montaigne. À la fin de la journée, tout le monde savait que Jean-Baptiste Lemoine, le discret, le ringard Jean-Baptiste, avait à lui seul mis à terre 4 des plus grandes brutes du lycée dans les toilettes du 2e étage. L'histoire grandit en étant racontée, comme le font les histoires, mais les faits essentiels restèrent les mêmes. Le gamin auquel personne ne prêtait attention était apparemment une sorte d'expert en arts martiaux. L'audience disciplinaire eut lieu le lendemain matin. Monsieur le proviseur Moreau était assis derrière son bureau, l'air sévère, en passant en revue les déclarations de toutes les parties impliquées. Jean-Baptiste était assis tranquillement, les mains croisées sur ses genoux, tandis que ses parents le flanquaient avec des expressions d'inquiétude et de fierté à peine contenues. « Monsieur Lemoine, commença monsieur le proviseur Moreau, bien que je comprenne que vous vous soyez défendu, se battre dans l'enceinte de l'établissement est une infraction grave, quelles que soient les circonstances. » « Je comprends, monsieur, » répondit Jean-Baptiste calmement. « Cependant, » continua le proviseur, « les témoins qui se sont manifestés brossent un tableau très clair de harcèlement systématique menant à cet incident. L'attaque dans les toilettes, en particulier, était totalement gratuite et franchement dégoûtante. » Il regarda les 4 garçons assis de l'autre côté de son bureau, tous arborant diverses contusions et ayant l'air nettement moins crâneurs que la veille. « Messieurs Dubois, Moreau, Garnier et Durand, vous êtes suspendus pour 2 semaines. À votre retour, vous serez en probation pour le reste du semestre. Tout autre incident et vous serez confrontés à l'expulsion. » Sa voix se durcit. « Ce que vous avez fait dans ces toilettes n'était pas seulement du harcèlement, c'était une agression. Soyez reconnaissants que les parents de monsieur Lemoine ne portent pas plainte. » Il se tourna vers Jean-Baptiste. « Quant à vous, monsieur Lemoine, une journée de retenue pour vous être battu, quelles que soient les circonstances. Mais je veux que vous sachiez que plusieurs élèves se sont manifestés pour décrire le harcèlement que vous avez subi depuis votre arrivée ici.
C'est autant notre faute que celle de ces garçons, et ça s'arrête maintenant. » Le changement dans l'expérience quotidienne de Jean-Baptiste au lycée Montaigne fut immédiat et spectaculaire. Les élèves qui l'avaient auparavant ignoré hochaient maintenant la tête respectueusement dans les couloirs. Les conversations chuchotées qui le suivaient n'étaient plus moqueuses, mais impressionnées. Les professeurs le regardaient avec un nouvel intérêt et plus d'un lui demanda discrètement s'il serait intéressé à créer un club d'arts martiaux. Plus important encore, le harcèlement cessa complètement. Pas seulement de la part d'Antoine et de son équipe, qui donnèrent à Jean-Baptiste une large place à leur retour de suspension, mais de tout le monde. Le mot s'était répandu sur ce qui arrivait quand on poussait le gamin tranquille trop loin. Mais Jean-Baptiste trouva que sa victoire n'avait pas tout à fait le goût qu'il avait prévu. Il y avait de la satisfaction à enfin se défendre, à montrer qu'il n'était pas la victime impuissante qu'ils avaient supposé qu'il était. Mais il y avait aussi une profonde tristesse, à savoir que cela avait abouti à la violence. 2 semaines après l'incident des toilettes, Jean-Baptiste fut approché par une fille nommée Léa Martin. Elle était petite, avec de grands yeux bruns derrière des lunettes similaires aux siennes, et elle avait eu ses propres problèmes de harcèlement avec un groupe de filles particulièrement méchantes de sa classe. « J'ai entendu ce que t'as fait, » dit-elle doucement, se mettant au pas à côté de lui alors qu'il marchait vers sa voiture après l'école. Avec Antoine et ces gars-là. Jean-Baptiste hocha la tête, mais ne dit rien, ne sachant pas où la conversation allait. « Je me demandais, » continua Léa, « si peut-être tu pourrais m'apprendre. Un peu de ce que tu sais, je veux dire. Je ne veux blesser personne, mais j'en ai marre d'avoir peur tout le temps. » Jean-Baptiste s'arrêta de marcher et la regarda vraiment. Il se revit il y a 3 mois, désespéré et effrayé, endurant le harcèlement parce qu'il ne connaissait pas d'autres moyens. Mais il vit aussi une opportunité de prendre les enseignements de son maître dans une nouvelle direction. Il ne s'agit pas de se battre, dit-il finalement. La plupart du temps, le simple fait de savoir que tu peux te défendre change la façon dont tu te comportes. Les gens peuvent sentir la confiance, même quand c'est une confiance tranquille. Léa hocha la tête avec empressement. « Je comprends. Je veux juste ne plus me sentir impuissante. »« D'accord, » dit Jean-Baptiste. « Mais on fait ça bien. Il ne s'agit pas de vengeance ou de se venger des gens qui t'ont fait du mal. Il s'agit de protection, de toi-même et des autres qui ne peuvent pas se protéger. » En 1 mois, Jean-Baptiste avait créé un groupe d'autodéfense informel qui se réunissait après l'école dans le gymnase. Monsieur le proviseur Moreau non seulement approuva, mais fournit un parrainage scolaire officiel après avoir vu comment le programme aidait les élèves qui avaient auparavant été victimes de harcèlement. Le groupe grandit régulièrement, attirant non seulement des victimes, mais aussi des élèves qui étaient sincèrement intéressés par les arts martiaux en tant que discipline. Maître Tanaka vint de Marseille pour le 17e anniversaire de Jean-Baptiste et ses parents s'arrangèrent pour qu'il voie ce que Jean-Baptiste avait construit au lycée Montaigne. Après avoir regardé une séance d'entraînement, le vieux maître approcha son ancien élève avec quelque chose qui aurait pu être de la fierté dans son expression habituellement sévère. « Tu as appris la leçon la plus importante, » dit Maître Tanaka dans son français soigné. « La force partagée devient une plus grande force, c'est la vraie maîtrise. » 3 mois plus tard, Antoine Dubois approcha Jean-Baptiste après l'une des séances d'autodéfense. L'ancien quart arrière avait gardé un profil bas depuis sa suspension, son statut dans la hiérarchie sociale du lycée ayant considérablement diminué après que le mot se soit répandu sur sa défaite. « Je peux te parler ?» demanda Antoine, sa voix manquant de son arrogance habituelle. Jean-Baptiste hocha la tête, renvoyant le reste du groupe et attendant qu'il soit seul dans le gymnase. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, » dit Antoine, fixant le sol, « à pourquoi j'ai fait ce que je t'ai fait. » Jean-Baptiste attendit, ne disant rien. « Mon père, » continua Antoine, sa voix chargée d'une émotion qu'il avait clairement du mal à contrôler. « Il a toujours été dur avec moi. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien.
Quand je suis arrivé au lycée et que tout le monde a commencé à me regarder de haut à cause du rugby, ça m'a fait du bien d'avoir ce pouvoir pour une fois, de faire en sorte que les autres se sentent petits comme mon père me fait me sentir petit. Il leva les yeux vers Jean-Baptiste, ses yeux brillants de larmes non versées. Ça n'excuse pas ce que j'ai fait, je le sais, mais je voulais que tu comprennes que ce n'était pas vraiment à propos de toi. C'était à propos de moi qui me sentais impuissant et qui me défoulait sur quelqu'un que je pensais plus faible. Jean-Baptiste étudia le garçon qui l'avait tourmenté pendant des mois, le voyant clairement pour la première fois peut-être. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas, » admit Antoine. « Je vois la conseillère d'orientation du lycée. Elle dit que je dois trouver de meilleures façons de gérer ma colère. » Jean-Baptiste resta silencieux pendant un long moment, puis prit une décision qui les surprit tous les deux. « Il y a de la place dans le groupe si ça t'intéresse. Pas en tant que leader, tu commencerais en bas comme tout le monde. Mais si tu es sérieux au sujet de changer, de trouver de meilleures façons de canaliser ce que tu ressens, l'entraînement pourrait t'aider. » Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent de surprise. « Tu me laisserais rejoindre, après tout ce que je t'ai fait ?» « Mon maître m'a appris que tout le monde mérite une chance de devenir meilleur qu'il ne l'était, » dit Jean-Baptiste. « Mais ce serait ta seule chance. Tu blesses quelqu'un dans mon groupe, tu manques de respect à l'entraînement ou tu l'utilises pour intimider les gens et tu es viré définitivement. »« Je comprends, » dit Antoine rapidement. « Je ne te laisserai pas tomber. » 6 mois plus tard, Jean-Baptiste se tenait devant un gymnase rempli de près de 40 élèves de tous les niveaux et de tous les milieux sociaux. Ce qui avait commencé comme un petit groupe d'autodéfense avait évolué en quelque chose de beaucoup plus grand, une communauté d'élèves qui se soutenaient mutuellement, qui avaient appris que la vraie force ne venait pas de la domination des autres, mais de l'élévation mutuelle. Antoine était devenu l'un des membres les plus dévoués du groupe, son athlétisme naturel le servant bien à l'entraînement, tandis que son expérience du harcèlement l'aidait à encadrer les nouveaux élèves qui luttaient contre des problèmes similaires. Il ne serait jamais l'ami de Jean-Baptiste. Trop de choses s'étaient passées entre eux pour cela. Mais il avait gagné une mesure de respect grâce à un effort constant et à un changement authentique. Alors que Jean-Baptiste regardait le groupe assemblé, il pensa au garçon qui était entré au lycée Montaigne il y a 8 mois, désespéré de rester invisible, endurant le harcèlement parce qu'il pensait que c'était sa seule option. Ce garçon semblait maintenant être un étranger, quelqu'un d'une vie complètement différente. La séance d'entraînement se termina par une méditation, comme toutes les séances. Dans le calme du gymnase, avec 40 jeunes assis en concentration paisible, Jean-Baptiste réfléchit au voyage qui l'avait amené ici. Son maître avait eu raison sur tant de choses. La violence devrait être un dernier recours, la vraie force était une question de protection plutôt que d'agression, et les plus grandes victoires étaient souvent remportées sans donner un seul coup de poing. Mais il avait aussi appris des vérités qui allaient au-delà de sa formation formelle. Parfois, se défendre demandait plus de courage qu'endurer les abus. Parfois, le bon type de combat pouvait empêcher d'innombrables mauvais combats. Et parfois, les personnes qui nous blessent sont capables de devenir meilleures qu'elles ne l'étaient si nous sommes prêts à leur donner la chance de le prouver. Après que tout le monde soit parti, Jean-Baptiste resta pour nettoyer le gymnase, un rituel qu'il avait appris à chérir. Dans l'espace calme, entouré de l'équipement qu'ils utilisaient pour construire non seulement la force physique, mais aussi le caractère et la confiance, il ressentit la profonde satisfaction d'un but accompli. Son téléphone vibra avec un texto de ses parents, lui demandant s'il voulait inviter quelqu'un à dîner. Jean-Baptiste sourit, pensant aux amitiés qu'il avait nouées, à la communauté qu'il avait aidé à créer, aux élèves qui ne marchaient plus dans les couloirs avec peur. Il avait trouvé quelque chose au lycée Montaigne qu'il n'avait jamais prévu quand il avait franchi ses portes pour la première fois en tant qu'adolescent effrayé et en colère, déterminé à rester invisible. Il avait trouvé un foyer, et en le trouvant, il avait appris la leçon la plus importante de toutes. Parfois, il faut se battre pour avoir le droit d'être soi-même, mais une fois que l'on a gagné ce combat, notre vraie force vient d'aider les autres à gagner le leur aussi.